premier élément qu'on évoque pour mémoire, c'est l'extension de la retraite progressive aux salariés en forfait jour. Lorsque ce dispositif était né, on s'était dit, voilà, c'est bien, c'est un élément de la gamme de ce qu'on appelle la gestion des fins de carrière, une espèce de panoplie avec plein d'outils possibles à panacher selon le contexte de l'entreprise, ses objectifs, sa pyramide des âges, que sais-je encore. Et là, on a une corde de plus à l'arc, ou la harpe, je ne sais pas comment on dit. La corde de plus, c'est que les retraites progressives sont désormais utilisables pour les salariés au forfait jour. Je l'évoque pour mémoire, il n'y a pas de conséquences directes, c'est une suite de cas particuliers, notamment dans les grandes entreprises. Elles ont intégré ou elles vont intégrer cette possibilité supplémentaire. Alors, on se réjouit que ce soit possible. L'avenir proche dira si les entreprises s'en saisissent effectivement. Sur la loi Pacte, en matière de prévoyance au sens large, il y a deux registres. Et il y a le premier registre qui vient à l'esprit, qui est au cœur de pas mal d'échanges à caractère journalistique, puisque le nombre d'épidémiologistes en France est assez colossal depuis peu, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les réseaux sociaux, sur LinkedIn, il y a une densité d'avis, de débats, que je ne commenterai pas, sur le sujet. Donc je ne vais pas être trop long sur le décès. Je pense que si on voulait faire des choses à peu près rigoureuses, il ne faudrait pas moins d'une heure. Mais dans le tropisme que j'évoquais tout à l'heure, à savoir quels impacts dans notre vie de tous les jours aux uns et aux autres sur les couvertures de protection sociale, ce qu'on peut dire, c'est que le décès est facile à résumer. Ce que vous avez là, c'est un graphe qui dit quoi ? Qui dit qu'on ne sait pas bien combien il y a eu de décès affectables et affectés au Covid, mais en tout cas, sur 100 décès qui seraient réputés tels liés au Covid, eh bien, il y en a une hyper-majorité qui touche les 65 ans et plus. Donc, sur l'ensemble du marché et sur les grands comptes qu'on accompagne, on peut soutenir, sans prendre peu de risques, le fait qu'en prévoyance décès, l'impact est quasi nul. Et on évoquait la loi des grands nombres tout à l'heure. Quand vous avez une probabilité de décéder à chaque âge, pour chaque sexe, eh bien vous regardez ce qui se passe en réalité et vous avez forcément une volatilité autour de la moyenne. La moyenne est prévisible et la volatilité est d'autant moins grande que l'effectif est élevé. Même pour une population comme la population française, il y a une volatilité autour de la moyenne. Cette volatilité-là, elle est ce qu'elle est. Elle est très bien connue, d'autant plus que tous les fichiers INSEE sont ouverts. Maintenant, ils sont tous en open source. On peut faire des choses très pratiques. D'ailleurs, on en use, on en abuse, parce que comme on fait de la gestion retraite au sein du cabinet, lorsqu'il s'agit de vérifier la situation de vie, on compare avec ces bases INSEE qui sont ouvertes pour savoir s'il y a des décès qui ne seraient pas remontés. Excusez-moi. Donc l'INSEE donne ces statistiques-là et vous avez une volatilité. Eh bien, dans cette volatilité-là, les décès des actifs sont quasiment imperceptibles. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une surmortalité, et cette surmortalité-là, elle est inférieure à la volatilité. Donc premier éclairage. Et deuxième éclairage, les régimes de prévoyance qu'on suit ensemble sont à la fois décès et arrêt de travail. Donc on ne laisse pas trop de temps sur le décès, puisque d'abord, c'est dans la zone de volatilité, que j'évoquais à l'instant, la zone de bruit blanc autour de la moyenne, premièrement, et surtout, l'impact décès est inférieur, ce qu'on écrit ici, à l'impact des arrêts de travail. Voilà. Donc si vous avez un compte unique décès et arrêt de travail, on peut gloser éternellement sur le décès, c'est la faute à pas de chance, etc. Mais en fait, en moyenne, sur les grands groupes, sur les grands nombres et sur la population française, sur les actifs, y compris sur les contrats emprunteurs d'ailleurs, c'est pas rien, on voit rien. Il n'y a pas de sursinistralité manifeste et coûteuse. En revanche, tout ça, s'il y avait un effet, et il est mineur, voire imperceptible, s'il y avait un effet, il serait masqué par l'effet relatif aux arrêts de travail. Alors quand on dit les arrêts de travail augmentent, mais c'est quoi les arrêts de travail ? C'est les nombres de jours indemnisés, c'est le coût complet, c'est très dur, parce que le coût complet d'un arrêt de travail, pour le connaître vraiment, en toute rigueur, il faudrait attendre le départ à la retraite du dernier invalide du groupe qui est rentré en arrêt de travail cette année. Donc le vrai prix du risque de la survenance 2019 ou survenance 2020, le vrai prix sera connu très loin. On dit habituellement qu'il faut au moins 3 ans pour avoir une vue stabilisée d'une sinistralité sur un exercice et qu'on est plus confortable avec 5 années de risque d'observation pour pouvoir avoir des conclusions. Donc vous pensez bien que dans ce contexte-là, 3 ans pour bien comprendre une génération et bien connaître 5 générations de suite, il serait hâtif, présomptueux, dangereux de tirer des conséquences définitives sur l'arrêt de travail. D'autant plus que l'arrêt de travail, c'est que la lecture est très compliquée sur l'arrêt de travail, parce que vous avez à la fois un problème de prestation et un problème de provision. Il y a un deuxième effet qui est un peu moins intuitif, mais quand on s'en parle, on finit par
à comprendre ce qui se passe, c'est que vous voyez bien qu'intuitivement, plus quelqu'un est longtemps en incapacité de travail et indemnisé comme tel, plus la probabilité qu'il devienne invalide un jour et reconnu comme tel par la Sécu, cette probabilité monte, elle galope. La Sécurité sociale reconnaît au plus tard à 1095 jours, à 3 ans, la situation d'invalidité. Donc, quand on regarde différents pilotages en prévoyance, on s'aperçoit que la Sécu bascule de plus en plus tôt. Enfin, elle n'attend pas les 36 mois, on est entre 24, 30 et 36 mois pour reconnaître les situations d'invalidité. Alors, à la radio, on entend parler des Covid longs, on entend parler de tout ça, dont acte. J'écoute comme les autres, je lis comme les autres. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les comptes de résultats, c'est est-ce que ces personnes qui restent plus longtemps, peut-être à cause du Covid, en arrêt de travail, ne sont pas revenues en 2020 aussi vite qu'elles auraient pu revenir? C'est comme ça, c'est les faits, c'est les chiffres. Et puis en 2021, pas plus. Et donc, si ces personnes-là, en 2022, reviennent au travail, eh bien, ex post, on aura payé plus de prestations, d'incapacité, dont acte, c'est la vie. Mais si elles ne reviennent pas et qu'elles sont classées par la Sécurité sociale en invalidité, et alors là, on a une énorme épée de Damoclès, eh bien, elles vont basculer en invalidité. Et là, les provisions sont beaucoup plus grosses parce qu'on est parti pour les accompagner un certain temps, comme disait vous. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce que le marché est content de ce qui s'est passé depuis quelques mois? Alors, quand on questionne, alors, je ne vais pas dire les banquiers, les assureurs, mais le terme de la loi, c'est les gestionnaires des plans. Il y a un grand œcuménisme. Les gestionnaires des plans, qu'ils soient de la sphère bancaire ou de la sphère assurantielle, on leur demande est-ce que vous êtes content dans vos opérations de pactisation? Donc, c'est un néologisme qui consiste à dire j'ai un ancien dispositif PERCO, article 83, et je le mets, la nouvelle configuration, loi Pacte, tantôt PERECO, tantôt PERO, ou si on unifie les deux de manière unique, PERU, donc plan d'épargne retraite unique. Est-ce que vous êtes content? La réponse est globalement oui. C'est-à-dire que, et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que sur un texte qui n'est pas simple, mais avec une vraie volonté d'harmonisation et de cohérence d'ensemble, on a un marché qui a répondu de manière satisfaisante. Le marché, j'entends parler les deux côtés de la table, les offreurs, donc les gestionnaires, banquiers, assureurs, et l'autre côté de la table, les entreprises, soit à côté de direction, soit de plus en plus fréquemment aux côtés des commissions paritaires de suivi et de la négociation collective. Alors, qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché dans la pactisation, c'est bien évidemment ce qui est le plus simple, à savoir la pactisation des PERCO en PERECO. Alors pourquoi c'était le plus simple? Parce que d'abord, c'était prévu par la loi. Vous êtes en plein confinement, la négociation collective n'est pas simple, les contraintes commencent à se desserrer. Vous dites, qu'est-ce que je peux mettre sur la table de la discussion collective, voire de la négociation collective? Mécaniquement, le PERCO est plus facile à pactiser que l'article 83. Donc dans ce cas-là, prévu par la loi, et puis pour ceux qui pratiquent, le PERCO a déjà des grilles d'investissement par horizon de gestion financière ou par type de risque. Donc quand vous avez un dispositif qui est accompagné par disposition légale, qui a une philosophie sous forme de grille, dont certains étaient loi Macron compatibles, si vous aviez un PEA, PME, c'est quasiment un non-événement de pactiser un PERCO en PERECO. Donc ça s'est fait à grande échelle. Il y a eu une industrialisation de la transformation des PERCO en PERECO. En revanche, les articles 83, excusez-moi l'expression à la papa, ces articles 83-là sont, pour ceux qui baignent là-dedans, investis en ordre de grandeur aux 3/4 en fonds en euros. Donc si vous avez une culture qui est assez passive, c'est-à-dire, bon, on a un article 83, il est en euros. La gestion par défaut est en euros pour les anciens qui ont été souscrits. Et que vous dites, je dois passer dans une philosophie obligatoire, dans le cadre de dispositifs Pacte, avec des gestions de grille, avec une désensibilisation des risques au fur et à mesure des années qui vous rapprochent du départ en retraite. Ça, c'est beaucoup plus dur. C'est moins presse-bouton. Et c'est de fait quasiment une ouverture de négociation collective si vous avez un dispositif qui est en place par accord collectif. Et ça, c'est bon à transformer. Mais ça se fait. Voilà. Donc, les bonnes nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, comme le confinement presque bientôt de l'histoire ancienne, on arrive à avoir des négociations collectives et des informations collectives par visio, ça se fait très bien. Et donc, on arrivera de plus en plus, et je suis optimiste, et les gestionnaires de plans aussi, à pactiser tout ça. Donc la question après, c'est est-ce que le PERU, c'est-à-dire le dispositif qui a les 3 compartiments, épargne salariale, versement volontaire et cotisation obligatoire, est-ce que ce PERU-là a des chances de marcher? Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est une vraie bonne idée? Le marché a commencé à s'en saisir. Et la question va dépendre essentiellement de je suis face à une entreprise pour un primo-équipement.
Eh bien, si vous avez une entreprise qui est complètement vierge de dispositifs de type épargne retraite, et qu'en plus, elle n'a même pas de PE, qui sait, bah là, c'est facile, vous arrivez avec une solution clé en main et vous dites, bah voilà, moi, j'ai toutes les briques de produits, toutes les briques des composants juridiques, contractuels. Et puis en plus, ils ont beaucoup, beaucoup investi, les gestionnaires de plans, en informatique et en système d'information, et ils peuvent arriver clé en main avec quelque chose qui embarque tout. Donc, le PERU, alors c'est pas des gros volumes, parce que si c'est des primo-équipements, ça veut dire qu'en général, c'est pas des grandes entreprises. Ils arrivent dans une entreprise qui a déjà son plan d'épargne d'entreprise, son épargne salariale, mais qui n'a pas ni PERCO ni article 83. Alors là, ça peut marcher. Quand on en parle aux gestionnaires de plans, notamment les assureurs, ils nous disent oui, oui, ça peut marcher. On arrive avec une solution clé en main. D'ailleurs, on prépare un appel d'offres en ce moment. Et on a un sujet qui est que, alors là, c'est le principe de réalité. Vous êtes face à une entreprise et vous dites voilà, je mets en place un PERU. Donc, j'embarque le dispositif PERECO et PERO dans un seul vecteur juridique. Simplement, vous savez, vous pouvez alimenter un des compartiments par des flux d'intéressement et de participation. Le problème, c'est qu'en termes d'information, il va falloir gérer les interférences entre l'intéressement qui va dans le PE et l'intéressement qui peut être fléché dans le dispositif en question. Donc là, les gestionnaires de plans nous répondent on peut y aller si les volumes sont suffisants. Bon, voilà, question de frais et de mise en œuvre. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, si l'article 83 n'est pas très gros, en fait, l'actuel présent, souvent banquier ou sphère bancaire dans le PERCO a un petit avantage, c'est-à-dire qu'il a déjà un pied dans la place et il a une faculté à équiper l'entreprise parce que les outils existent, la communication existe, l'interlocuteur et partenaire gestionnaire du plan est déjà identifié. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça se fait bien sur le PERCO, ça se fait vite globalement. Les interlocuteurs gestionnaires de plan sont globalement contents.